Bonjour à tous et bienvenue à notre session libre de ce jour. On va attendre juste encore quelques minutes que toutes les personnes puissent s'inscrire et nous rejoindre pour ce live. Là, pour le moment, on est 26 participants. Voilà. On attend juste quelques minutes. D'ici 1 à 2 minutes, on pourra démarrer le live. Voilà, 2, 3 participants qui arrivent encore. Participer à l'ambiance. Musique d'attente. C'est l'histoire d'un homme qui fonde l'immeuble au fait J'ai coupé un. Voilà, on passe à 30. Bon, je te propose qu'on démarre, Mathieu. De toute façon, il va y avoir une petite introduction là, donc ça laisse aussi le temps aux derniers participants de se connecter. Ça marche. Voilà, donc encore une fois, bonjour et bienvenue à tous à notre live session libre appliquer des techniques créatives aux problématiques business. Je me présente rapidement, moi c'est Marion, je travaille chez Open Classroom et du coup on sera ensemble pendant 1 heure durant ce live. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Mathieu Klein, qui travaille aussi chez Open Classroom. Voilà, du coup, Mathieu, je te laisse dire un petit mot, te présenter. Ouais, ça marche. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cet atelier, cette présentation sur les techniques créatives. Donc, je me présente rapidement. Je suis senior UX designer chez Open Classrooms depuis plusieurs années. Ça fait à peu près 10 ans que je suis UX designer. Je travaillais dans différents secteurs. Je travaillais en agence, j'ai travaillé également dans le produit, comme chez Open Classrooms, ou dans l'assurance. Donc j'ai une expérience assez conséquente des ateliers créatifs et de la participation des différents acteurs au processus de création. Donc voilà, essentiellement pour mon parcours. Super, voilà. Et accessoirement, je suis également mentor et j'ai le plaisir de d'entourer une étudiante sur le parcours UX design. Mais à savoir, effectivement, cette présentation n'est pas réservée uniquement aux étudiants de design. D'ailleurs, les méthodes créatives ne sont pas réservées aux designers, s'appliquent à de nombreux domaines. Donc, j'espère que vous êtes venus nombreux de différents champs. Super, merci. Je vais juste rapidement vous expliquer comment le live va se dérouler. Donc en fait, Mathieu va vous partager des bonnes pratiques, des retours d'expérience et vous allez aussi faire des petits sondages et des petits exercices en live sur les sujets du coup des techniques créatives en lien avec les problématiques business. Alors, quand vous aurez la possibilité de poser vos questions, il y aura des sessions de questions-réponses qui vont être possibles durant ce live. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de poser toutes vos questions tout au long du live. Donc, vous avez une section qui s'appelle questions sur la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à l'écrit ici. Et ensuite, quand il y aura des parties de questions-réponses, vous aurez la possibilité de lever la main. Donc c'est le petit bouton qui est sous l'onglet audio. Voilà, vous pouvez lever la main et à ce moment-là, je vous donnerai la parole et vous aurez l'occasion de vous exprimer en live du coup et de discuter avec Mathieu. Voilà, c'est une super opportunité. Soyez pas timide. Toutes les questions sont bonnes à prendre et c'est vraiment une très belle opportunité de pouvoir discuter avec Mathieu dans ce webinaire. Et puis, au niveau de vos questions qui sont posées à l'écrit, ne vous inquiétez pas. Si toutes les questions posées à l'écrit n'ont pas pu être abordées durant le live, on prendra le temps d'y répondre à l'issue du live. Voilà. Il y aura aussi un replay qui vous sera partagé. Donc, le live est enregistré. Vous aurez la possibilité de visionner à nouveau le contenu du webinaire.
C'est tout bon pour moi. Bah, du coup, Mathieu, je te laisse la parole. Merci Marion. J'insiste sur le côté participatif. C'est très important que vous posiez vos questions. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Marion synthétisera les questions, mais les posera aussi en temps voulu. Comme toutes les techniques créatives, cet atelier a aussi pour but de vous faire progresser et de me faire progresser. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, pour commencer, j'ai deux questions. Je pense que Marion va vous les partager via le sondage qui concerne votre expérience des ateliers créatifs et également les différents champs dans lesquels vous vous situez. Donc, je Alors vous là, invite. vous avez reçu le premier sondage sur le domaine dans lequel vous êtes actuellement. Je vous lancerai le deuxième sondage par la suite. On va attendre que les premières réponses soient complètes. Là, pour le moment, on a 68%. Bon, ça grimpe, hein, des, des participants qui sont en train de répondre. « 75-79 ». En plus, il y a une question qui vient juste d'être posée d'un étudiant qui dit je ne suis pas UX designer, suis-je le seul? Bah, du coup, ça va nous permettre de voir un petit peu la Et au contraire, population. c'est bien. Je pense que justement, c'est de la richesse et de la variété des participants qu'on pourra tirer le plus d'informations. D'ailleurs, euh, si les ateliers créatifs étaient réservés aux designers, ce serait bien ennuyant. L'idée, c'est vraiment de mettre beaucoup de monde autour de la table et les animateurs ou facilitateurs ne sont pas forcément des designers. Alors, Ok. j'ai des étudiants aussi qui ont répondu là en disant je ne fais partie d'aucune partie. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas pu mettre, on n'a pas pu mettre une catégorie autre parce que le sondage nous limitait sur le nombre de réponses. Mais donc, du coup, il y a quelqu'un qui est community manager Oui. et quelqu'un qui est sur le parcours informatique. Voilà. Ouais. Du N'hésitez coup, pas, tout à fait, n'hésitez pas à mettre vos filières ou vos parcours dans les commentaires. Et puis voilà, donc il y avait cette question sur les différents champs, sur votre expertise aussi. Ça sera la seconde question sous la forme d'un sondage. Et la troisième, pareil, mais plutôt dans les commentaires. N'hésitez pas à m'indiquer sur quelle partie précisément vous attendiez des retours par rapport à cette présentation. On va dérouler un peu toutes les étapes de l'organisation d'un atelier de créativité et on pourra effectivement s'arrêter sur l'un ou l'autre des éléments, l'une ou l'autre des parties pour approfondir s'il y a vraiment des points qui vous intéressent ou des points sur lesquels vous avez des questions. Donc, je vais poursuivre et puis je pense que Marion, tu nous donneras les résultats, ça nous permettra aussi d'orienter un peu le propos. oui, bah alors je peux peut-être les donner maintenant parce qu'en fait, Ok. il y a 90% des personnes qui ont voté. Je pense que les personnes qui n'ont pas voté, je les ai effectivement à l'écrit à l'instant. Donc, il y a quelqu'un qui est ingénieur responsable pédagogique, il y a une personne qui est en data aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est les personnes qui n'ont pas pu choisir la bonne catégorie. Mais du coup, alors on a 4% des participants qui sont designers. On a 40% des participants qui sont développeurs. Super. On a 4% de product managers. On a 24% de chefs de projet et 28% d'entrepreneurs. Ok, oui, donc super panel, on a vraiment comment dire, des profils très variés, c'est super, et on va voir justement que ces techniques s'appliquent vraiment dans tous les domaines. Et d'ailleurs, je propose de passer un peu à l'intro sur ce sujet. Oui, je vais lancer le deuxième sondage en même temps. Euh, Peut-être juste pour... Je ne sais pas si les personnes peuvent voir le sondage et la présentation en même temps. Non, je crois pas. D'accord. C'est pour ça, voilà. On a lancé le deuxième sondage. Là, c'est pour avoir votre expérience sur l'organisation ou l'animation d'un atelier de créativité.
voilà, tout le monde est en train de répondre là, ça va se faire rapidement. Et du coup, juste pour être plus précise sur le panel des participants, on a effectivement plusieurs ingénieurs projets pédagogiques. On a aussi une personne qui est en formation formateur enseignant, une personne en data, dans la filière aussi euh, informatique. Super. Ben, c'est parfait parce qu'en plus, c'est assez représentatif des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc, on aura certainement des expériences à partager Voilà. sur les différents domaines. Bah là, du coup, j'ai les réponses sur le deuxième sondage. Donc, en fait, on a 4% des participants, 7% des... Ah, ça y est, tout le monde a voté, 100%. Alors, on a 7% des participants qui ont déjà organisé ou animé plusieurs ateliers de créativité. Génial. On a 18% des participants qui ont déjà organisé ou animé un atelier de créativité. Et du coup, Ok. 75% qui n'en ont pas encore ni organisé ni animé. Voilà. Ok, super. Ben, on va partir de zéro, comme c'est d'habitude chez nous. Et surtout pour ceux qui en ont déjà organisé, un ou plusieurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, vos différentes expériences, ce qui a marché ou pas forcément marché dans les commentaires, puis ou à intervenir ponctuellement. Ça peut être aussi l'occasion d'enrichir la présentation. Du coup, j'enchaîne. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait cet atelier les techniques créatives, les ateliers créatifs, on le voit en poupe. Aujourd'hui, on en entend parler très fréquemment. Le design thinking s'invite dans tous les secteurs, que ce soit l'industrie, que ce soit le tertiaire, que ce soit l'éducation, que ce soit le développement. On sent effectivement qu'il y a une grosse tendance de fond sur ces métiers. Et d'ailleurs, ça se trouve également du côté de l'éducation plutôt primaire. On voit que les enfants en fait sont de plus en plus invités à faire des expériences, à développer leur côté créatif. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement qu'est-ce que c'est que, comment je tourne mon slide, qu'est-ce que c'est que la créativité? En fait, la créativité, elle a de multiples formes. On a de la créativité artistique, qui est plutôt ce que vous voulez sur gauche de l'écran. On a de la créativité littéraire, architecturale, stratégique, scientifique, culinaire. Et on a aussi des formes de créativité qui sont plutôt hybrides. Donc, ce que vous voyez sur la droite de l'écran m'a plutôt fait sourire parce qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé des choses formidables qui ont été produites pendant le confinement. Et on voit que finalement, pour arriver à ce niveau de créativité, il faut de la contrainte. Et on le verra tout au long de la présentation. La contrainte nous pousse à penser différemment, nous pousse à nous adapter. Et en l'occurrence, la période de confinement et le Covid ont apporté un max de contraintes. Et du coup, on voit ici des gens à l'initiative d'un musée à Los Angeles qui ont reproduit des tableaux avec ce qu'ils avaient à la maison et ça donne des trucs plutôt croustillants. Le genre de créativité que moi j'aime bien, c'est la créativité fonctionnelle, ce que j'appelle la créativité fonctionnelle. Ici, vous en avez déjà vu des exemples comme ça. Souvent, on oppose l'UI à l'UX sur ce genre de choses ou X métaphore. Là, on voit effectivement comment l'humain, spontanément, naturellement, contourne la contrainte ou s'adapte à l'environnement pour se faciliter la vie. Et j'ai une mention particulière pour celui en bas à droite, qui finalement, lui, a tout compris. Non seulement il a adapté le chemin, mais en plus, il a mis des gentils petits pavés pour pas se mouiller les pieds. Donc, en termes d'expérience utilisateur, il est vraiment au top. Et voilà, donc on voit comment est-ce qu'on s'adapte à l'environnement et on trouve des solutions à des problèmes. On peut se poser la question du coup de quels sont les dénominateurs communs des gens créatifs en fait, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Quels sont les traits de personnalité ou les qualités? En fait, on identifie deux pôles. On identifie un premier pôle qui est plutôt cognitif, donc de l'ordre de l'apprentissage, de la connaissance. Et on voit que les personnes plutôt créatives sont les personnes qui ont certaines aptitudes. Le premier, c'est la pensée divergente. Pensée divergente, c'est la capacité d'une personne à
démultiplier des idées à partir d'une source d'information. Une source qui peut être une photo, une histoire, ça peut être un livre ou par exemple une série. Si on prend l'exemple bien connu de Game of Thrones, on peut imaginer X fins possibles, mais peut-être pas celle qui a été donnée. Il faut aussi faire preuve de flexibilité mentale. Donc la flexibilité mentale, c'est quoi? C'est la capacité à changer de point de vue. C'est une forme d'empathie aussi, la capacité sincère de se mettre à la place de l'autre, mais aussi changer d'angle de vue sur le problème qu'on est en train d'opérer et essayer de voir les choses sous un jour nouveau. Un des exercices que vous pouvez faire pour travailler votre flexibilité mentale, par exemple, c'est changer un objet de place chez vous, que ce soit une brosse à dents dans votre salle de bain ou des couverts dans votre cuisine, et de voir l'effet que ça fait sur votre cerveau. Vous verrez que le cerveau va devoir faire une gymnastique pour s'adapter, et finalement, vous allez travailler cette flexibilité. Il y a la pensée analogique, celui-ci on l'utilise très fréquemment, par exemple en marketing. On va aller chercher dans d'autres secteurs, dans d'autres filières, des bonnes pratiques qu'on va essayer de s'appliquer à soi. C'est finalement faire l'association entre deux éléments qui ne l'étaient pas forcément logiquement, en tout cas il n'y avait pas une proximité immédiate. Ça permet aussi de développer la créativité. Enfin, il y a la pensée convergente qui est la capacité à synthétiser, à organiser l'information, à la traiter, à la manier. Et celle-ci, elle permet justement de simplifier, de prioriser. Donc, c'est plutôt utilisé dans tout ce qui est jeu de logique ou casse-tête, par exemple. Et enfin, le dernier, c'est la capacité à associer, qui est assez proche de la pensée analogique. Et finalement, c'est ce que vous pouvez faire quand vous faites des mind maps, des cartes mentales, qui vous faites organiser les informations, les regrouper par catégorie. Voilà, donc ça, c'est pour la partie cognitive. Pour la partie plutôt personnalité, on a différents traits de personnalité qui favorisent la créativité. On a, dans un premier temps, la tolérance à l'ambiguïté. C'est un point intéressant. Un de mes managers me disait il y a quelque temps, lorsqu'on monte ou lorsqu'on progresse, on devient senior dans son domaine, une des capacités qu'on va vous demander, c'est de dealer avec l'ambiguïté, c'est manager un environnement incertain où les choses peuvent changer. Il y a également la propension à oser. Il y a la pensée intuitive, la capacité d'ouverture, et enfin la motivation à créer. Tout ça, c'est effectivement des traits de personnalité ou des aptitudes cognitives qui vont encourager la créativité. Pour faire un point juste sur le dernier élément ici, la motivation. On sait qu'il y a deux moteurs finalement à l'innovation. Il y a l'envie et le besoin. On fait les choses ou parce qu'on en a envie ou parce qu'on en a besoin. Et d'expérience, on sait que l'envie marche bien mieux. Et c'est pour ça que dans la préparation, l'organisation, l'animation des ateliers qu'on va réaliser, on va faire en sorte que les gens aient envie de participer. Ok. Rapidement, il y a de nombreux chercheurs qui ont écrit sur les techniques de créativité. Une technique s'appelle le lateral thinking. C'est Édouard de Bono, dans les années 70, qui a développé ce courant-là. Intéressant, il prend un exemple, en fait, c'est de la pensée par la provocation. Je prends l'exemple du roi Salomon à l'époque, très longtemps, à qui on avait demandé de trancher un conflit parental. Il devait décider chez qui l'enfant allait, est-ce que ce serait chez la mère ou est-ce que ce serait chez le père, ne sachant pas se décider, il a décidé de faire couper l'enfant en deux. Et ça, forcément, les gens ont eu la même réaction, toi, Marion. Les gens ont été étonnés, choqués, et certains ont ri. Enfin, voilà. Et donc, finalement, le roi, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa décision sur la réaction que les gens ont pu avoir par rapport à cette idée. Et ça a permis aussi de mettre en lumière un point, une règle implicite.
qui n'avait pas été encore comment dire, décrite, c'est que on coupe pas un enfant en deux, et donc il va falloir prendre une décision à un moment donné dans l'un ou dans l'autre. En tout cas, ça a pu aider les gens en fait à, voilà, à prendre conscience de tout ça. Les bonnes pratiques sur le lateral thinking, ce qu'il est recommandé de faire, le positionnement, c'est changer plutôt que de choisir, chercher ce qui est différent, faites des bonds délibérés, sauter du coq à l'âne, laisser une place à la chance et explorer des solutions moins probables. Donc, c'est une méthode qu'on n'appliquera pas forcément dans tous les ateliers, parce que nous, on verra qu'il y aura quand même une forme de séquence, une logique, en fait, dans la manière d'amener les choses, mais ça montre qu'effectivement, on a des techniques qui peuvent être alternatives et qui peuvent justement venir enrichir le panel d'outils qu'on a dans ce cadre. Voilà. Donc, concernant la créativité, on se pose la question de est-ce qu'on est plus efficace en groupe, parce qu'on se dit, ouais, ok, on a des aptitudes individuelles, certaines personnes sont plus créatives que d'autres, mais finalement, est-ce que si on se met en groupe, on produit plus d'idées? Et c'est Osborne qui a introduit ça, pareil, dans les années 70, avec le brainstorming, qu'on connaît tous pour ses avantages et aussi ses inconvénients. Il a introduit cette notion-là et il a expliqué aussi un certain nombre de règles qui, vous le verrez, en fait, sont encore valables aujourd'hui, qu'on appliquera dans les ateliers. La règle, la critique est interdite, l'autocensure est interdite, la quantité est souhaitée, elle est préférée à la qualité, on va vouloir produire un maximum d'idées, et il faut rebondir sur les idées des autres. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est pas récent, ça a maintenant 50 ans, mais c'est toujours d'actualité. Et surtout, il a fait la différence entre deux choses. Il a fait la différence entre ce qu'on appelle la pensée divergente et la pensée convergente. La différence entre la création et le jugement, l'évaluation. Il faut bien distinguer ces deux temps. Et je crois justement qu'Osborne disait que finalement, essayer de créer tout en jugeant, c'est comme de rouler avec le frein à main tiré. Donc il faut vraiment distinguer ces deux temps. Et encore une fois, on verra que dans l'animation des ateliers qu'on proposera, on distinguera bien ces deux temps dans les différents outils qu'on utilise. Mais finalement, est-ce qu'on produit plus d'idées? Parce qu'on a vu que il y a des règles, voilà, il y a des outils. Est-ce qu'on produit plus d'idées? Ben non, en fait. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de recherches sur le sujet quand Osborne a produit son étude. Et suite à cela, il y a eu énormément d'études qui ont été faites sur la capacité à produire des idées. Des idées plutôt qualitatives, quantitatives et uniques. Donc, c'est les critères qui ont été jugés pour voir si les gens produisaient plus d'idées en groupe composé que individuellement, si on additionnait toutes les idées des gens qui avaient été travaillés individuellement. Et finalement, on s'est rendu compte que non, ce n'était pas forcément le cas, et pour certaines raisons. Parce que l'humain, en fait, a des biais, et en particulier des biais sociaux quand il est en groupe. Les biais qu'on a ici, on a la paresse sociale, ce qu'on appelle aussi le phénomène du passager clandestin, l'effet de blocage et la comparaison sociale. Alors, la paresse sociale, c'est tout bête, on va se mettre dans une situation qui est complexe. On n'est pas sûr de s'en sortir. Et comme on n'est pas sûr de s'en sortir, on a peur d'être jugé par son voisin ou par le groupe dans lequel on est. Donc, on va avoir tendance à se mettre un peu en retrait et dire, OK, bon, on va laisser les autres travailler, au moins, moi, je ne prends pas de risque. Un peu similaire sur le passager clandestin. Quand on a un exercice où l'ensemble des idées sont produites de manière anonyme et commune, il est facile de se mettre un peu en retrait et de profiter du travail des autres. Donc, individuellement, on se rend compte que les gens auraient fait de leur mieux, mais en groupe, ils se reposent sur les autres. Et enfin, l'effet de blocage, qui lui est plus cognitif, mais tout aussi intéressant, en fait, on a une capacité de mémoire limitée, une mémoire de travail. Donc, la mémoire de travail, c'est celle qui enregistre les informations, c'est la RAM, quoi. En gros, c'est le truc qui processe rapidement, mais qui n'a pas beaucoup de capacité de stockage. Donc, en gros, quand on est en groupe, il faut attendre son temps de parole. C'est pas toujours évident. Certains vont exprimer des idées. On va perdre certaines idées. On va en attendant. Et finalement, on produit moins d'idées en groupe qu'individuellement.
Voilà. Et donc, quel est l'intérêt finalement de produire des ateliers créatifs? Dans l'atelier, l'intérêt n'est pas uniquement dans la qualité ou la quantité d'informations. On va retrouver ces informations-là. D'ailleurs, on va jouer avec un certain nombre de contraintes, avec des outils pour mettre la personne dans un certain contexte pour qu'elle produise l'information au mieux. Mais elle n'est pas seulement sur la qualité ou la quantité, elle est aussi sur le fait de libérer la parole dans un groupe, donc de fédérer aussi, de permettre aux gens d'échanger, de faciliter l'innovation et le travail d'équipe. Et ça, par contre, effectivement, ça se fait en groupe, obligatoirement. Et l'autre point qui peut être important, il y a un domaine d'évangélisation, quelque part, à la méthode de design thinking ou de créativité. C'est de permettre aux gens d'identifier leur propre potentiel créatif et aussi de dire que c'est quelque chose qui peut être répandu dans toute l'organisation et pas limité aux seuls experts du domaine. Quelle méthode? J'espère que jusqu'ici vous suivez. Marion, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions, il y a des points. De toute façon, on fera un point question juste après celui-ci qui est déjà plus concret. Donc là, on a fait un tour un peu global. On s'est interrogé sur c'est quoi la créativité, qu'est-ce qui fait qu'on est créatif et comment est-ce qu'on peut être créatif dans un groupe. Quels sont les points importants. On en vient vite à la méthode. Et donc, du coup, pour moi, c'est important comment dire, de formation psychologue et UX designer, ce qui est toujours important pour moi, c'est le pourquoi des choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser des méthodes créatives? C'est un peu ce qu'on vient de voir là. Maintenant, on va voir quelle méthode créative on peut utiliser et dans quel contexte et pour quel objectif. Vous connaissez peut-être ce schéma, c'est finalement les différentes étapes du design thinking. Ici emprunté à Norman et Nielsen. Et en fait, on voit qu'effectivement, l'idéation se trouve là, mais en fait, elle ne se trouve pas au début du processus. Donc, avant de plonger dans le choix d'une méthode et de dire, OK, je vais prendre un Crazy 8 et puis je vais aller produire 200 idées, il faut travailler en amont à comprendre le problème. Il faut avoir une phase d'empathie, ce qui peut le faire avec des interviews, par exemple, des personas, ou ça peut être juste fait en discutant avec un expert du domaine qui est votre collègue de bureau plus loin, ou de Slack plus loin désormais. Et il y a aussi toute une partie de définition du problème. Il faut comprendre la problématique qu'on veut résoudre, la structurer, la définir sous forme d'objectifs ou d'objectifs utilisateurs, de job to be done, ce genre de choses. Vraiment avoir bien cadré le besoin. Donc, comment est-ce qu'on peut, et pour quelles raisons aujourd'hui on peut utiliser des techniques créatives? On peut l'utiliser dans différents domaines. C'est super d'ailleurs que vous soyez aussi variés dans les participants ici. On peut effectivement l'utiliser dans le domaine de la pédagogie. Dernièrement, j'ai participé avec des collègues qui travaillent sur un programme de prep apprentissage, je crois que c'était ça, pour créer un parcours en ligne d'onboarding de personnes qui allaient faire de l'apprentissage. Et super intéressant, ils m'ont mené des ateliers, des interviews, des ateliers de créativité, et ça s'est révélé très efficace. On l'a aussi fait, par exemple, chez Open Classroom dernièrement, lorsqu'on a travaillé sur les noms de nos produits. C'était un sujet vaste, tout le monde avait son avis sur la question, mais du coup, il a fallu à un moment donné avancer, sortir des idées et donc, pensée divergente, et à un moment donné se recentrer et faire des choix. Et donc, on a utilisé ces méthodes-là aussi. Donc, trouver un nom, résoudre un problème, aboutir à une innovation, instaurer une nouvelle culture. Alors, ça peut être un déclencheur aussi pour inviter les gens à changer en fait de manière de travailler et leur redonner confiance en leurs capacités. Un exemple super intéressant que j'ai trouvé justement en faisant un peu de veille sur le sujet, c'est un des
une agence de créativité, des équipes qui aident les entreprises à relever des défis, se sont complètement positionnés sur le champ du Covid. Et on voit en fait qu'il y a une vraie notion d'adaptation. Alors il y a deux choses intéressantes là-dedans. Il y a une notion marketing où on voit naître la low touch economy. Donc il y a un concept nouveau et de fond probablement sur comment est-ce qu'on s'adapte. Quand on voit des boîtes par exemple comme Uber, comme Airbnb, ils doivent vraiment changer complètement de paradigme. Donc, ils ont besoin d'aide pour justement aller vers le monde d'après, si on peut dire. Et l'autre point, c'est le côté d'adaptation. Il y a quelque chose de très darwinien là-dedans. C'est-à-dire que la créativité, c'est aussi finalement une manière de s'adapter à des contraintes, à un contexte, qui fait que l'idée, le projet, l'entreprise peut survivre dans un contexte qui n'est pas toujours facile. Citation que j'adore de Maslow, pour en venir aux méthodes. Effectivement, si vous n'avez qu'un marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou. En synthèse, si vous n'avez qu'une méthode, si votre méthode c'est du waterfall dans un bureau avec 45 personnes, vous allez résoudre tous les problèmes de la même manière et ça va vous coûter une blinde, ça ne sera pas forcément efficace et les gens seront démotivés parce qu'ils font ça toute la journée et que c'est pas forcément valorisant, c'est pas amusant. Les gens ont besoin d'être motivés. Donc, vous avez besoin de boîte à outils. Et des outils, il y en a plein en boîte. On voit, en fait, ça, c'est quelques méthodes que j'ai identifiées. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de toutes ces méthodes, parce que pour chaque méthode, vous avez un type d'atelier qui est décrit. Vous trouverez plein d'articles. Je n'ai pas de part, mais il y a un très bon bouquin que je recommande systématiquement, mais ça, c'est plutôt pour les designers. C'est le bouquin de méthode de design UX de Karine Lallemand. Il y a plein d'articles, vous trouvez plein de choses. Mais en bref, on a dans l'ordre du brainstorming, du color run, qui est une adaptation du brainstorming, des cartes d'idéation, Crazy 8, cartes d'empathie, et on va vers des choses de plus en plus riches et complexes, avec le business design Canva. Donc là, on sera plutôt sur du business model, le design studio, design sprint. J'ai fait un petit tableau qui vous permet aussi de voir que tous les outils, comme le marteau, ne sont pas forcément adaptés à tous les problèmes, qui ne sont pas forcément des clous. Donc, en fait, on voit ici qu'en fonction de ce que vous voulez obtenir et aussi du temps, des ressources que vous avez, il y a différents outils qui seront plus appropriés. Le brainstorming ou le Crazy 8, par exemple, sont des outils qui ne coûteront rien. Ça demande une feuille de papier ou même pas de papier si vous êtes à distance. Et ça vous prend 2 heures entre l'organisation, la participation, l'atelier et le traitement. Donc c'est très efficace. On verra effectivement qu'avec cette méthode-là, vous allez avoir un certain nombre d'idées, les idées peut-être priorisées, et peut-être déjà des formes de sketching, donc une solution dessinée. Et puis plus on descend dans les méthodes, et plus en fait on voit que elles sont complètes, mais elles vont prendre beaucoup plus de temps. Forcément, elles peuvent prendre parfois une journée, 2 journées, une semaine. Et donc, ces ateliers seront beaucoup plus complets. Où en sommes-nous dans le temps, juste pour que j'arrive à me situer? Il est 13h06, du coup, on a commencé à E6, donc ça fait très exactement 30 minutes. Ok, je suis à moitié là, je suis à mi-chemin. Exactement. On arrive presque à la partie des questions, c'est vous qui allez bosser du coup. Alors, on a un certain nombre de méthodes, on verra effectivement qu'on peut choisir l'une ou l'autre en fonction du résultat attendu. Ce qui est surtout important, c'est de bien définir le challenge, c'est la consigne qu'on va donner aux gens et la manière dont on va leur donner la consigne. Une des manières qui est recommandée, c'est comment pourrions-nous, si le problème existe déjà, comment pourrions-nous mieux faire quelque chose. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est orienté vers la solution, déjà. C'est optimiste, c'est-à-dire qu'on peut le faire, et c'est collaboratif. C'est nous, c'est pas juste comment pourrais-tu, on est ensemble et on va travailler ensemble. Voilà, donc il y a X manières
possibilités de formaliser. Comment pourrions-nous simplifier l'expérience des personnes âgées? Comment pourrions-nous augmenter le bonheur de nos employés? Comment pourrions-nous offrir nos services en version digitale? Comment pourrions-nous organiser notre donnée dans notre base de données ou nos tableaux dans Tableau? Comment pourrions-nous organiser nos modules pédagogiques dans notre parcours ou dans notre formation? Voilà, donc ça peut s'adapter à tous les domaines. Toujours dans la préparation, un point important, et on l'a vu, c'est le plan d'animation. Il revient, alors là j'en ai mis deux exemples, dont celui qui est dans le cours de Laurent Castor sur l'organisation d'un atelier de créativité. Je vous le recommande chaudement. Il y a plein de vidéos de mise en situation. Ça vous montrera aussi un peu la nature des interactions qu'il peut y avoir dans ce type d'atelier. Voilà, et donc on retrouve toujours la pensée divergente, la pensée convergente, et souvent les règles, parce qu'effectivement, on va mettre les gens dans un cadre, donc il faut bien leur donner un peu les règles du jeu et les briefer pour que chacun se sente à l'aise d'exprimer ses idées. Dans le plan de gauche, vous voyez qu'il y a plus d'étapes. Après, c'est à vous aussi d'ajuster en fait les différents éléments que vous allez proposer en fonction du contexte. Est-ce que c'est un contexte connu, c'est-à-dire c'est avec des collègues de l'équipe dans laquelle vous travaillez? Est-ce que c'est des gens qui se connaissent entre eux déjà? Mais est-ce qu'il va falloir les aider à briser la glace? Donc, on va rajouter plus ou moins d'étapes qui vont aider les gens à rentrer en contact et commencer à interagir. Comme un icebreaker, on va revenir dessus. Et là, même un warm-up. Donc, on a vraiment deux étapes de montée progressive en interaction pour faciliter l'émergence d'idées. Et dans tous les cas, on voit qu'il y a le vote ou la sélection d'idées. Et ça, c'est primordial parce que sinon, vous vous retrouvez avec une masse d'idées phénoménales, mais pas de priorité. Et donc, du coup, pas de vue claire de là où commencer. Les règles du jeu, on retrouve en fait les règles proposées par Maslow, proposées par notre créateur de brainstorming. Ne jugez pas, rebondissez sur les idées, privilégiez la quantité, lâchez les chevaux. Une autre variante qui est il n'y a pas de mauvaise idée, la quantité plutôt que la qualité. Capturez tout, vraiment intéressant ça aussi. Parce qu'il se peut qu'effectivement, dans le cadre de l'atelier, en fait, on va pouvoir évoquer les trucs, une bonne idée, mais on ne va pas la noter, on va passer à autre chose, et on va perdre en fait tout ça. Donc, ce qui est important, c'est de tout noter, de tout enregistrer, photographier, on le verra aussi à la fin de l'atelier, pour garder trace de tout et permettre de tirer le meilleur parti de cet atelier. Et go for hybrid brainstorming, qui est plutôt la capacité à brainstormer de manière variée. Je ne vais pas rentrer là-dessus. Question. Alors, j'en ai quelques-unes à l'écrit, mais surtout, n'hésitez pas à lever la main. Donc, petit rappel, c'est le petit bouton. Ah, voilà, il y a déjà quelqu'un qui a levé la main. Bon, du coup, Emmanuel, normalement, Vous m'entendez? Ouais, Oui. voilà. Ok, je vais essayer de pas dire trop de bêtises, mais en fait, pour moi, la créativité, Pas de mauvaise idée. Elle est liée à une civilisation. Je prends par exemple la civilisation grecque et romaine. On sait reconnaître l'architecture romaine, voire même l'art romain. Oui, tout à fait. N'importe quelle personne qui regarde un monument romain va savoir reconnaître que ça provient de la civilisation romaine. De même pour la Renaissance, quand on remet au goût les idées de l'Antiquité, quand on remet au goût l'Antiquité romaine, on sait que c'est de la Renaissance. La question que je me pose actuellement, la créativité, parce que quand je vous écoute, en fait, c'est plus une créativité liée à l'économie. Donc la question, c'est dans 200 ans,
qu'est-ce qu'on va retenir de la créativité de notre civilisation? Économique, architecturale, moi, c'est une question, hein. C'est une bonne question. Euh, alors, pour le coup, le webinaire ici est vraiment présent, enfin, orienté vers l'identification de solutions à des problèmes business, donc économiques. Mais je pense que les fondamentaux de la créativité sont les mêmes en fait en fonction des différents environnements. Et pour moi, ils viennent essentiellement des contraintes de l'environnement dans lequel on se trouve. Euh, je prends l'exemple de ma ville. Effectivement, moi j'habite à Metz, c'est une ville qui a si on reprend l'exemple de l'architecture, qui a des quartiers avec une architecture très variée, plutôt médiévale dans certains endroits, plutôt germanique à d'autres endroits, et plutôt moderne dans d'autres quartiers. Et aussi, on se rend compte que les bâtiments n'ont pas la même couleur. Certains sont plutôt ocre, jaune, et d'autres sont plutôt rosés. En fait, les contraintes, elles étaient liées à l'origine de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était français, et puis à un moment, on était allemand. Donc l'architecture, elle était plutôt germanique d'un côté, et plutôt française de l'autre. Ou à un moment donné, les bâtiments étaient ocre parce que les carrières de pierre étaient pas loin, donc on utilisait la pierre locale qui était le calcaire de Jaumont, là où les Allemands ont ramené après du grès, donc plutôt rose. Donc finalement, c'est toujours pour moi les contraintes qu'on s'impose qui vont vraiment driver au fait la solution, qu'elle soit artistique, business, euh, elles vont avoir une vraie empreinte là-dessus. Alors qu'est-ce que nous on va laisser honnêtement, je n'en sais rien. Je pense qu'aujourd'hui, on crée des choses sur lesquelles on porte un jugement sévère. Par exemple, l'exemple du centre Pompidou il y a quelques années, ou l'exemple de la pyramide du Louvre. Et avec le recul, ben, on se rend compte qu'on a un regard comment dire, plus adouci sur les choses, qu'on commence à apprécier. Donc, je vais conclure le point par rapport à ça, je pense. Je pense que le temps fait son œuvre et je ne suis pas aujourd'hui en mesure de prédire D'accord. l'avenir. Donc là, le cours, en fait, c'est plus la créativité euh, dans le cadre de l'économie, quoi, moins dans d'une entreprise, moins. C'est ça, c'est C'est ça, hein. comment trouver des solutions à des problèmes qu'on peut rencontrer. D'accord, Et, d'accord, et après, comment est-ce on s'applique un certain nombre de contraintes pour sortir de son cadre. D'ailleurs, euh, je prends l'exemple, c'est intéressant. On peut prendre la créativité cinématographique comme exemple. Il y a un nombre de films dont le scénario, dont les plans dépendent énormément du budget du film. Donc, en fait, on se rend compte que cette contrainte-là, elle va forger aussi l'œuvre d'un point de vue artistique. Je lisais un exemple, par exemple, Mad Max. Mad Max, c'était un film, le premier, avec pas un sou, où il y a quelques temps, il y avait le projet Blair Witch aussi, je me souviens, qui a été fait avec quasiment rien. Et donc, du coup, ça donnait une ambiance très particulière parce que tourné à l'épaule, parce que pas de moyens, parce qu'il fallait trouver des vieilles bagnoles pour faire le matériel. Mais du coup, on a aussi cette contrainte qui joue sur la partie artistique. d'accord. Bon, voilà, c'était tout comme question. Merci. Merci. Bon, bah, merci, hein. Du coup, j'ai deux, trois petites questions à l'écrit en attendant que d'autres participants prennent la main s'ils le souhaitent. Alors, du coup, j'ai une personne qui demande si c'est normal euh, qu'elle travaille mieux seule. Ah oui. Mhm. Alors, normal. Est-ce que on travaille mieux seul? Ben, on l'a vu effectivement, le groupe peut générer du bruit, peut générer aussi une certaine influence. On le verra dans le choix des participants d'un groupe. Si vous vous retrouvez avec des gens ou qui parlent beaucoup ou qui ont une haute opinion d'eux-mêmes et qui vont vouloir pousser leurs idées, ou simplement votre manager, donc quelqu'un qui a une autorité, on va dire, naturelle ou légitime sur vous, ça va peut-être vous pousser à vous mettre en retrait sur certaines
production d'idées. Donc là, on est encore dans la production d'idées, on n'est pas forcément dans l'efficacité professionnelle, mais vraiment dans la production d'idées. Ça peut être un frein à votre production d'idées. On a assisté il y a quelque temps avec l'équipe à un atelier sur le design sprint, et Jack Knapp, qui est un des la personne qui a écrit le bouquin Design Sprint, disait justement quelque chose en anglais, alors je vais avoir du mal à résumer, mais qui disait penser seul en groupe. En gros. Donc, il faut réussir à travailler d'abord, enfin, seul, sur soi, mais dans le cadre d'un groupe, mais d'abord sur soi. Et donc, effectivement, il y a ce travail personnel à faire. Merci Mathieu. Et du coup, par rapport à un cas que tu as présenté aussi, le cas Airbnb, euh, où tu expliquais que Airbnb changeait de paradigme suite à la situation qu'on a vécue du Covid. Il y a une question sur qu'est-ce qu'en fait on fait Airbnb pour s'adapter en termes de développement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, en fait, il y a toute une part de leur business qui est coupée, c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus voyager, et cela pour un temps, comment dire, assez long. Donc, leurs revenus provenant des locations touristiques, enfin des locations chez l'habitant dans les différentes villes du monde, en fait, ils ont dû couper. Donc, le premier truc qu'ils ont fait, c'est licencier en masse, malheureusement pour les gens qui travaillent chez Airbnb. Il y a eu un grand plan de licenciement pour réduire les coûts. Donc ça, il ne faut pas être très créatif pour aller chercher cette solution-là, mais bon, voilà, c'est un peu le jeu de l'économie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont créé, par contre, ils ont complètement switché leur modèle donc, vers du modèle d'expérience en ligne. Avant, ils vous proposaient des expériences à Paris, à Stockholm, à Londres, où des gens vous faisaient découvrir la culture, vous emmenaient dans un restaurant, je sais pas, vous apprenez à danser, ou faire un atelier de photo. Et désormais, en fait, ils proposent des expériences similaires, mais en ligne. Et donc, ce sont des gens du monde entier qui font une conférence avec vous pour un atelier organisé. Voilà. Donc, ils ont dû effectivement réorganiser leur business vers ce genre de prestations. Et je pense qu'ils ont dû beaucoup cogiter là-dessus et dans l'urgence. Top, merci. Alors, la prochaine question, a-t-on besoin de se former en web design pour faire des ateliers créatifs? Pas du tout. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pas du tout. Alors, en web design, en UX design, je pense que, et c'est aussi un peu l'objet de cet atelier, c'est surtout ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire des qualités individuelles à travailler, qui peuvent être l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre pourquoi il pense cela, essayer de percevoir ses émotions. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on vous apprend en web design ou en design tout court. Il y a aussi toute la partie collaboration, facilitation, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai quelques trucs, quelques clés pour aider les gens à travailler ensemble. Ça peut être tout bête, hein, ça peut être lorsque vous démarrez une réunion, tout le monde ne se connaît pas, proposer de faire un tour de table. Ça peut être aussi la capacité à représenter des idées de manière visuelle, c'est-à-dire ça fait 5 minutes que les gens se parlent d'un sujet, j'ai l'impression qu'ils ne se comprennent pas. Tiens, je vais prendre un feutre et puis je vais essayer de faire un dessin pour voir s'ils comprennent et si moi j'ai compris ce qu'ils étaient en train d'évoquer. Donc, ce n'est pas forcément des compétences dures de design, design créatif, avec du design artistique ou visuel. C'est vraiment plus de la facilitation et de l'animation. Et ça, on le retrouve dans tous les domaines. On le retrouve aussi bien en pédagogie, on va le retrouver en data aussi, on va le retrouver là où il y a des problèmes, on va retrouver finalement ce besoin-là. Donc, les ateliers de créativité sont une réponse alternative, une réponse même amusante à des problèmes qu'on rencontre tous les jours. Ça peut être chez vous, si vous avez un problème à résoudre sur je ne sais quoi, vous pouvez le faire en famille, vous pouvez le faire dans différents contextes.
J'espère que ça répondra à la question. Est-ce que tu penses qu'on a le temps pour une dernière question avant de... Rapidement, j'ai encore quelques slides, mais on va y aller. Euh, alors du coup, comment proposer des ateliers créatifs en entreprise en étant pertinent? Déjà en les préparant et bien, en comprenant bien le problème qu'on veut résoudre. Parce que les ateliers créatifs jouissent aussi d'une certaine réputation. Ils reviennent un peu sur le devant de, de, devant l'écran, entre guillemets. Mais pendant longtemps, le brainstorming, ça voulait juste dire du temps perdu à parler de choses inutiles. Donc, ce qui est très important, c'est bien comprendre le problème qu'on veut résoudre et de définir un temps qu'on se donne. Le changement de paradigme moi, que j'ai eu à un moment donné dans ma carrière, c'est de dire, en fait, quand tu mets 8 personnes dans une salle pendant 1 heure, c'est comme une personne qui bossait un jour complet. Et c'est une ressource. Donc, est-ce qu'on veut dédier ce temps-là à la résolution de ce problème? Et est-ce que si on met une personne à travailler seule à son bureau à résoudre ce problème, elle ne sera pas plus efficace? Donc, il faut bien peser le pour et le contre de la réalisation d'un tel atelier. Et puis, après, il faut le cadrer, il faut le préparer. C'est-à-dire qu'effectivement, si on arrive les mains dans les poches, pas préparé, on le verra, il y a des choses à avoir à l'esprit. En fait, les gens vont se demander pourquoi ils sont là, ils vont vite se démotiver, et vous aurez fait perdre le temps à tout le monde, et la prochaine fois, je pense qu'on ne vous laissera pas organiser un atelier de créativité. Donc, il y a vraiment un sérieux à avoir sur la présentation, l'organisation et le cadencement de l'atelier. Ok, merci Mathieu. Du coup, je te laisse passer à la suite et puis vous pouvez toujours continuer à poser vos questions hein, à l'écrit et puis on prendra le temps d'y revenir quelques jours après le live, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me dire aussi si j'ai bien répondu à vos questions, je compléterai si besoin. Donc je poursuis du coup. Voilà, on arrive dans le sujet, parfait. La transition est toute trouvée, la préparation de l'atelier. Un atelier, ça se prépare pourquoi ça se prépare pour motiver, pour se motiver déjà, parce que c'est un exercice d'équilibrisme, et pour motiver les gens que vous allez avoir en face. Ça se prépare aussi pour produire les conditions favorables à l'émergence des idées. On a vu que les idées, il faut mettre les gens dans un certain cadre, avec un certain rythme, pour obtenir en fait le meilleur d'eux-mêmes. Donc pour ça, il faut se préparer. Utiliser efficacement le temps des participants, on l'a vu, c'est de l'argent, c'est des ressources. Donc est-ce que c'est là où on veut mettre les ressources? Maintenir le rythme et l'ambiance conviviale. Si les gens s'ennuient, ça ne va pas durer longtemps. Limiter les imprévus, il y en aura toujours. C'est inhérent au facteur humain. Les gens ne vont pas forcément comprendre la consigne, certains arrivent en retard, ils n'auront pas trouvé la salle, ils ne savent pas trop, bref. Donc plus vous êtes organisé en amont, moins vous avez ça à gérer en live dans l'atelier. Et limiter l'improvisation, donc ça c'est la conséquence. Alors les participants, point super important. Qui peut participer? Tout le monde en fait. On peut imaginer inclure tout le monde dans ce type d'atelier. Donc tout type de métier. On peut aussi dédier ce type d'atelier à tout type de problématiques, que ce soit, on a vu, développement, je sais pas, le choix d'un framework, par exemple, la pédagogie, la data, j'oublie des gens, product management, la priorisation de roadmap. Enfin, on peut résoudre un certain nombre de problèmes, effectivement, grâce à ce type d'atelier. Ce qui est important, c'est bien inviter les gens à l'avance. C'est juste pratique, mais effectivement, il faut que les gens soient conscients qu'ils sont attendus, il faut qu'ils sachent où est-ce qu'ils sont attendus. Combien de personnes? Alors, ça, c'est toute une question. On peut imaginer de 4 à 70 personnes. Voilà. Au-delà de 70 personnes, ça va poser des questions d'organisation. Bon, on l'a déjà fait, enfin je l'ai déjà fait du coup avec l'équipe, mais ça demande vraiment un vrai chef d'orchestre pour organiser tous les participants. Et pourquoi 4 personnes? Parce que en dessous, la quantité ou la qualité des idées que vous allez récupérer sont peut-être pas suffisamment
enfin, elles sont peut-être pas suffisantes pour nécessiter finalement ce type d'atelier et le coût de préparation que ça implique. Donc, si vous invitez des gens, 4, 5, 6 personnes, ça fait déjà un groupe plutôt sympa. Et après, plus de personnes. On voit aussi que si vous dépassez 15 personnes à un moment donné, ben, faut vous faire aider. C'est-à-dire, il va falloir demander à votre collègue ou demander à une personne de l'équipe projet dans la boîte où vous allez, de vous filer un coup de main pour faciliter. Vous serez peut-être l'animateur, vous allez expliquer les règles, lancer les ateliers, clôturer, et il y aura des facilitateurs, des gens qui seront à côté des groupes et qui expliqueront ou réexpliqueront les consignes, recadreront potentiellement les participants sur la manière d'interagir, ce genre de choses, gentiment, hein, mais toujours faire respecter les règles du débat. Si possible, alors après, ça dépend beaucoup du contexte dans lequel vous êtes, il faut se renseigner sur les gens, si vous ne les connaissez pas, essayez de voir aussi qui s'entend avec qui est-ce que vous pouvez mettre dans les groupes ensemble, parce que ben, un froid dans une équipe ou un froid dans le groupe dans lequel vous allez interagir, parce que deux personnes ne peuvent pas trop s'entendre ou ne travaillent pas ensemble et n'ont pas envie de travailler ensemble, ben, ça peut vous plomber l'atelier. Encore une fois, c'est toute une question de motivation. Si les gens ne sont pas motivés, vous ne les ferez pas à produire des idées. Et il y a aussi un effet de propagation. Si une personne, et ça peut arriver, et ça m'est déjà arrivé, si une personne est réfractaire à l'idée de travailler sur ce sujet dans ces conditions-là, ben, elle peut vous griller tout le groupe. Donc, il faut aussi essayer de cibler un peu les personnes que vous allez mettre. Et enfin, un point important, plutôt le côté hiérarchique, faites attention aussi à comment dire, aux interventions des différents managers ou différents responsables hiérarchiques qui peuvent être dans les groupes. Ça aussi, ça peut geler, entre guillemets, la création d'idées. Simplement, quelqu'un qui dit non, non, mais cette idée, on l'a déjà eue, ça ne marche pas. La personne, elle va mettre le pied sur le frein, et là où elle avait 10 idées derrière, ben, elle va se taire parce qu'elle a peur de passer pour une quiche. Donc, c'est un point important aussi à bien recadrer en disant non, non, il n'y a pas de mauvaise idée, on met tout sur. On fera le tri après, ne vous inquiétez pas, il y a un temps, on va revoter, on va les challenger, mais pour l'instant, on produit. Voilà. Donc, on a vu les participants, l'organisation, le nombre de participants. Ben, dépend aussi le lieu dans lequel vous allez vous trouver. C'est même un point crucial. Pourquoi? Parce que vous allez encourager la mobilité. Vous allez, surtout quand on est en présentiel, donc là on se met plutôt dans un cadre présentiel, vous allez encourager le fait de se lever, de tourner, le fait d'interagir avec du matériel, des post-it, le fait, et on le verra, d'aller voter physiquement pour telle ou telle proposition. Et donc, si vous vous retrouvez dans une conférence room, hein, donc avec un truc immense, avec une table où il faut faire 50 mètres pour faire le tour de la table, ça ne va pas être pratique pour les gens qui sont en face. Donc, il va falloir organiser l'espace en fonction de l'atelier et du groupe que vous avez, ou des groupes que vous avez. Pareil, en conférence room, salle de conférence, ben vous avez des tables effectivement qui font 10, 15, 20 mètres. Mais vous ne pouvez pas mettre plusieurs groupes autour parce qu'ils vont travailler plus ou moins côte à côte et tout ça. Donc, si vous voulez créer de vrais groupes, de vraies dynamiques de groupes, ben, il va falloir que les gens aient un peu leur espace et un endroit où ils vont pouvoir afficher les choses. L'autre point, c'est effectivement des murs, des surfaces vitrées. Ça, c'est super, super important. Pouvoir coller des affiches, pour pouvoir coller des post-it, pour pouvoir éventuellement dessiner. Faire des cartes mentales, ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi important. Voilà. Tac, tac. Je reprends mes notes. Point super important, et pourtant il n'y paraît pas, prévoyez du café et du café, parce que, et de l'eau, accessoirement, et de quoi grignoter aussi, parce que ça évitera aux gens éventuellement de se barrer pour aller chercher un café ou tout ça, donc ça facilitera aussi la concentration sur votre atelier, et puis c'est aussi une manière de mettre à l'aise les gens, de créer un peu un espace convivial, et on verra, de lancer l'atelier. Vous pouvez lancer l'atelier au moment de l'accueil, du café,
genre manger un croissant, prendre un café. Voilà, ils sont détendus, on va lancer le truc et après on les met au boulot. Si on est tout de suite dans un espace qu'ils connaissent, genre leur bureau ou ce genre de choses, vous n'allez pas les sortir de leur contexte. Donc le lieu, finalement, il est aussi important pour ça. On va essayer de sortir les gens de leur contexte pour les amener à penser différemment. On va jouer sur la contrainte, sur le lieu, sur l'environnement, pour les amener à penser différemment. Et justement, ce que je vais vous inviter à faire maintenant, donc c'est essayer de penser différemment et de se dire, voilà, donc le but c'est de faire un exercice ensemble. Cet exercice, il consiste en quoi? En 4 minutes, donc ça va être court, je vais préparer mon chrono. En 4 minutes, je vais vous demander dans les commentaires de produire un maximum, alors ça, un maximum d'idées sur l'endroit où on pourrait organiser un atelier de créativité. L'idée, c'est que vous lâchiez les chevaux, hein, on a vu comme tout à l'heure. Si vous me dites une salle, une autre salle et une troisième salle, c'est pas l'idée, c'est vraiment d'être très ouvert d'esprit et dire ok, ben, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça, je sais pas, dans un avion, dans une piscine, et on y va, quoi. Et on produit un maximum d'idées. Donc ça correspond un peu à ce qu'on appelle un color run. En temps normal, on pourrait le faire ou via une application ou en physique avec un paquet de post-it de couleurs différentes et on vous met tous en compétition pour celui qui produit le maximum d'idées. Et le but, c'est pas la qualité de l'idée, le but, c'est vraiment le nombre d'idées. Donc, je vais mettre mon chrono. Hop. C'est parti à partir de maintenant. Il y a un endroit où je peux voir les commentaires. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse. On ne voit pas Mathieu dans l'onglet questions. Pardon? Tu les vois pas dans l'onglet questions, les commentaires? Non, je crois pas. Non. Attends, je vais essayer quelque chose. Je suis curieux de voir ce que c'est. Cool. Alors, vous verrez, je vous laisse poursuivre, mais vous verrez au début les idées fusent, on en a plein. Et donc, du coup, tac. Il y a une montgolfière, c'est bon ça. Un buffalo gel. Voilà. Et donc, du coup, pour encourager la créativité dans ce cadre-là, vous pouvez vous poser la question de et si. Alors, et si j'avais un budget de 5 millions d'euros, qu'est-ce que je fais? Ou et si j'avais un budget de 50 euros, qu'est-ce que je fais? Et si je pouvais voler? Et si j'avais un avion? Ou, voilà. Donc, vous pouvez vous pousser en fait, à réfléchir de cette manière-là et ça produit. Une forêt de fontaines, les catacombes, bonne idée, patinoire. Moi, un bateau, j'ai déjà fait sur une péniche, c'est pas mal, mais il n'y a pas beaucoup de murs pour afficher des trucs. Mais c'est bien, le but c'est de ne pas se limiter dans les idées. À l'acrobranche, ça c'est chouette. Sur un manège bloqué en haut. Là, il nous reste 2 minutes. Là, on va commencer à tomber sur des trucs de plus en plus originaux, je pense. À la plage, Disneyland, c'est bon ça. Chez Châteauforme, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool. Dans le désert, là, franchement, ça c'est top. Et si j'avais une fusée dans l'espace, c'est bien. Voilà. La patinoire, j'aime beaucoup. Ouais. Je crois qu'on avait déjà dit au Maroc, si seulement.
mont Everest, ouais. Alors, il paraît qu'il y a déjà beaucoup de monde, mais ouais, c'est cool. Allez, on va arriver au bout. 10 degrés avec des aurores boréales. Au Cap d'Agde en version body painting. Eh oui. Ah ouais, en permaculture, intéressant aussi. Cadre qui invite à la créativité aussi, ouais, tout à fait. Oh, c'est top. Je vais prendre une super capture d'écran parce que c'est quand même assez magique. Je les enverrai. Ouais. Allez. Vous noterez que j'avais choisi la musique qui durait 4 minutes. Tombez bien. Ok, donc en fait, ce qu'on voit, c'est que effectivement, je ne sais pas si vous avez ressenti aussi la même chose, mais au début, les idées fusent parce que spontanément, une salade, un château, un truc, machin. Et puis à un moment donné, on reste un peu bloqué. Et là, c'est là où on doit se dépasser et vraiment privilégier la quantité. Donc, peu importe si c'est ridicule, peu importe si ça n'a pas de sens, on s'en moque parce que quelqu'un peut rebondir sur votre idée et reproduire quelque chose d'intéressant, d'efficace pour la résolution du problème. Donc, ici, la quantité est vraiment à privilégier et on voit, on a des trucs vraiment super intéressants. Donc, là, on a fait vraiment l'exercice de production d'idées. Le deuxième temps de cet exercice, ce serait de réorganiser les idées. Donc, on a vu, par exemple, les châteaux, les trucs viticoles, on a plutôt le côté forêt, permaculture, on pourrait faire des groupes de nature, des choses comme ça. Et dans ces différents groupes, on demanderait après à chacun de voter pour aller chercher l'idée les 3 idées, par exemple, qu'il préfère. Et on se retrouverait avec en fait des propositions tout à fait intéressantes pour organiser cet atelier. Le but ensuite étant d'analyser peut-être qu'elle est au Maroc ou dans le désert, parce qu'il peut être les deux. Ça coûte pas si cher, peut-être qu'on peut se le permettre en fait. Peut-être qu'on peut trouver un musée pas loin de chez nous pour faire cet atelier. Et donc, souvent les chakras de cette manière-là, en fait, on se crée des opportunités de faire des choses originales et de trouver des solutions nouvelles. Ce qui est intéressant finalement, c'est qu'on n'a pas vu de salle de coworking, on n'a pas trop vu des salles, enfin, on n'a pas vu de solutions qui étaient finalement assez standards. On a vu des choses assez originales. Donc c'est vraiment là où on a la valeur produite dans ce type d'éléments, et tout ça en 4 minutes. Donc le rendu est plutôt bon. Ben, merci en tout cas de vous être prêté à ce petit atelier. Je poursuis et puis on arrivera vite à la session des questions, je crois encore sur la partie suivante. Le matériel est important et il ne faut surtout pas négliger la partie matérielle, c'est-à-dire la partie questionnaire, templates, la partie support papier, les consignes qu'il faut tester impérativement, parce que si vous vous retrouvez devant 50 personnes avec une consigne que la moitié ne comprend pas ou que l'un comprend d'une manière et l'autre de l'autre manière, en fait, l'atelier va tourner autour de résoudre le problème de la consigne et pas le problème final. Donc, il faut tester ça avec des gens, que ce soit vos voisins du bureau, que ce soit votre famille, des gens qui vont vous donner un retour en disant je ne comprends pas trop, on vous verra sur le visage. Si ce n'est pas compréhensible, il faut peut-être que je tourne les mots, il faut peut-être que j'illustre. On l'a vu, il y a tout le travail en amont aussi de l'idéation. Parce que là, je vous ai donné une consigne simple, c'est comment pourrions faire un atelier. Mais si on avait commencé à dire, OK, mais c'est les personnes âgées, elles ont des contraintes, il y a Josette, il y a Léon, comment est-ce que on va leur permettre d'aller au Maroc, ça va commencer à poser des questions. Ah oui, tiens, il faut qu'il y ait de l'accessibilité. Voilà, donc il y a tout ce travail de récupération d'informations en amont et qui est super important et qui va mettre les gens aussi dans de bonnes conditions pour trouver la bonne solution.
Donc pour ça, vous pouvez utiliser des personas, si vous en avez, ou des proto-personas. C'est mettre un visage, un prénom, hein. Vous avez Joseph, Léon, je sais pas, quelques critères qui vont jouer, l'âge, éventuellement le handicap ou les préférences, ce genre de choses, et ça va mettre les gens dans une situation de résolution de problèmes concrète avec des informations pertinentes, et donc les solutions que vous obtiendrez seront de meilleure qualité. À distance, vous pouvez utiliser il y a plein d'outils qui aujourd'hui vous permettent de mener des ateliers comme ça. Vous avez rien qu'un chat, comme on vient de faire, ça permet déjà en fait, de mener un atelier. Mais vous avez aussi des applications comme Klaxoon. Klaxoon, c'est sympa aussi en groupe pour pouvoir interagir. Métro Rétro. Alors nous, j'aime particulièrement celui-ci parce qu'on l'utilise pour faire nous des rétros, des réunions d'équipe à distance. Et ça permet en fait de créer un certain nombre d'idées, mais de les garder masquées. Et ça, c'est important aussi parce que chacun, comment dire, produit ses idées un peu de son côté. Et puis, à un moment donné, hop, il démasque ses idées, et puis on va voir les choses démasquées au fur et à mesure. Et donc, il y a cette interactivité, et puis après, les gens peuvent voter aussi pour les idées qu'ils trouvaient intéressantes, donc mettre des likes et des choses comme ça dessus. Et ben, c'est très efficace, et pour l'instant, je crois que c'est gratuit, donc on peut vraiment l'utiliser sur les parcours sur lesquels vous êtes. Si vous en avez besoin, je vous invite à utiliser cette solution, elle est vraiment sympa. Miro aussi, qui est connu, donc c'est plutôt du tableau blanc interactif, on peut y faire plein de choses. Il y a plein de templates, donc vous pouvez trouver des boards, des choses comme ça. Et Optimal Workshop, qui est plus spécialisé, ce sera plutôt pour des ateliers sur le regroupement d'informations. Imaginez que vous devez regrouper l'information, regrouper comment dire, tout ce qui se trouve dans un supermarché. Vous avez énormément d'items, des spaghettis, de la sauce tomate, des boîtes de conserve. Comment est-ce que vous créez les rayons? Comment est-ce que vous regroupez l'information? Donc cet outil-là va vous permettre de vous aider à regrouper l'information. Les gens vont faire un peu leur tri, et après vous allez avoir des cartes qui vont montrer que les gens ils mettent plutôt les spaghettis avec la sauce tomate. Ça serait intéressant de le mettre dans le même rayon ou sur la même page web. Voilà un retour d'expérience. Effectivement, on parlait tout à l'heure de choses, le nombre de participants et la création du matériel. Il y a l'année dernière, afin d'inciter nos collègues justement à utiliser les méthodes de design thinking, de conception centrée utilisateur, aussi communiquer sur ce qu'on fait et la manière dont on crée le produit Open Classrooms. On a organisé un workshop avec 160 personnes. Alors, c'était assez monstrueux. On était, je crois, 7 animateurs ou 7 facilitateurs. On avait, combien j'ai mis, je crois, 5 salles sur 2 étages, donc il fallait courir entre les étages et tout. Mais c'est faisable. Ça demande beaucoup d'organisation. Il y a eu un vrai gros temps de préparation avant, 3 jours à 4 personnes, donc ça fait vraiment du boulot. Et on était tous mobilisés là-dessus. Mais ça a été une super expérience parce que on a eu des retours super. Entre autres, on a fait bosser nos boss, Mathieu et Pierre, sur des problématiques selon la méthode du design thinking. On a eu des super retours sur ah oui, on comprend mieux comment est-ce que vous priorisez les choses, comment est-ce que vous allez construire telle ou telle fonctionnalité. Donc c'est aussi une méthode pour évangéliser. Voilà, je vais accélérer un peu parce que je pense qu'on a allègrement dépassé le temps. Oui, on est à 10 minutes de plus là. Ok. Donc, je vais aller à l'essentiel et puis je prendrai les questions, je pense que ce sera bien. Kick-off, ça peut se faire au café, on l'a dit. Donc, c'est dans un lieu plutôt détendu, mais l'idée, c'est de lancer officiellement l'atelier, qu'il n'y ait pas de zone floue entre on est en train de discuter au café et à un moment donné, on se met vraiment à bosser ensemble. L'icebreaker, c'est super important, surtout si ce sont des gens qui ne se connaissent pas du tout ou pas beaucoup. Il faut les faire rire, si c'est possible, ensemble, les mettre dans des situations où ils vont devoir collaborer. Donc, il y a plusieurs types d'icebreaker. Il y a le défi du bâton d'hélium qui consiste à
alors là c'est de la patate que j'avais, le bâton des lums, c'est plutôt ce que vous avez là sur l'illustration, à essayer de poser un bâton très léger, tout le monde doit le faire juste avec ses index, pour faciliter en fait, le truc, et donc ça demande que tout le monde se coordonne, et du coup ça crée une ambiance. Il y a aussi le défi patate original, hein. On crée son propre avatar à base de patates et de quelques stylos et quelques accessoires. Et je pense que ça peut tout de suite détendre l'ambiance de voir son boss ou son voisin comme une patate. Donc ça peut être pas mal. Bon, après, il y en a d'autres. Le défi de l'œuf consiste à lâcher un œuf d'une hauteur de 2 mètres sans qu'il casse. Et il va falloir trouver une solution. Donc, il va falloir essayer, casser des œufs et recommencer. Et donc, il faudra fournir un matériel, des cartons, des choses comme ça pour que les gens puissent chercher des solutions. Voilà. Ce qui est clé, c'est de garder la cadence. On l'a dit, hein, la créativité, elle sort sous la contrainte. Elle ne sort pas peu ou moins bien lorsqu'on n'a pas de contrainte. Moi, je regarde le timer depuis tout à l'heure, je suis créatif dans ce que je raconte parce que j'ai une contrainte. Et c'est la même chose pour les participants de vos ateliers. Il faut toujours rythmer. Alors, il ne faut pas être un nazi de l'horloge, mais il faut toujours essayer de cadencer les ateliers. Certains disent qu'il ne faut pas forcément partager son timing en disant bah, tiens, on a 10 minutes pour faire ça ou 20 minutes pour faire ça, parce que ça peut bloquer, ou éventuellement sur un atelier où on crée beaucoup de valeur, peut-être qu'on a envie de donner un peu plus de temps. Mais dans tous les cas, effectivement, il faut pouvoir cadencer. Et n'oubliez pas les pauses, parce que les gens, penser, ça demande de la ressource. À un moment donné, ils vont avoir besoin de sucre ou de café, encore une fois, pour tenir le coup. Et faites monter l'ambiance. C'est important, c'est super important. C'est pas évident quand on est introverti d'essayer de se mettre en avant, en tout cas de mettre de l'ambiance, mais ça peut être par des petites choses. Ça peut être par de la musique, tout bête, un petit fond musical. Ça peut être aussi par des petits rituels, de s'applaudir. À un moment donné, on a fini un atelier, tout le monde tape dans les mains, et ça encourage tout le monde à aller au-delà. Donc, c'est pas grand-chose, mais ça encourage. Et c'était d'ailleurs un des aspects qui était vraiment passionnant lorsqu'on a fait un atelier de Design Sprint. Donc ça, c'était une chance qu'on a eue justement de rencontrer Jack Knapp et l'auteur de Linux, qui avait fait un workshop là-dessus pour partager en fait leurs méthodes mixées l'une dans l'autre. Donc super intéressant, des intervenants de très haut niveau, mais surtout une animation qui était très très motivante. Donc de la musique au moment de la création, comme on a fait tout à l'heure, une musique un peu originale, des trucs sympas. À chaque fois qu'on avait fini, on était content, on allait clapper dans les mains. C'est moins d'actualité actuellement, mais on peut trouver d'autres moyens à distance de clapper dans les mains. Voilà, et donc on a fait cette méthodologie en 2 jours, alors que normalement il faut aller 5 jours, donc on l'a fait très condensé. Mais voilà, on peut trouver des solutions, comme quand on a fait cet atelier à 160 personnes. Au début, je me suis dit, ça ne va pas être possible, 160, déjà on n'a pas la salle, on n'a pas les lieux. Mais en fait, ça demande du boulot, de l'organisation, de la préparation, mais c'est possible. Voilà, et on arrive au bout. Donc on a divergé, on a organisé l'atelier, on converge. Et en fait, converger, maintenant, c'est prioriser et sélectionner les idées. Donc il y a différentes manières. Vous pouvez, en fait, si vous avez la surface, afficher les idées au mur. Donc prévoir du scotch, ou mettre des grands panneaux en papier craft sur les murs, de manière à ne pas abîmer forcément le lieu où vous êtes, mais permettre aux gens d'accrocher leurs dessins, d'accrocher leurs post-it sur des murs, de manière à ce que tout le monde puisse passer et voir les différentes idées. Et puis après, vous pouvez voter à l'aide de gommettes. Là, je ne sais pas si vous voyez sur l'illustration, mais il y a plein de petites gommettes bleues. Et donc ça, c'est super intéressant, une toute petite gommette. Et comme ça fait une sorte de heat map. Je ne sais pas si vous êtes comment dire, à l'aise avec cette notion, mais des cartes de chaleur, quoi, quelque part, là où il y a des points chauds, des points intéressants sur les différentes idées produites. Et quand vous avez un lot de gommettes, comme on le voit par exemple sur l'illustration Facebook, vous dites, ah tiens, il y a une idée intéressante. Et on peut commencer à prioriser. Donc ça, c'est une manière de prioriser.
Vous pouvez donner un nombre limité de gommettes, par exemple, comme, un peu comme de la monnaie que vous allez investir sur telle ou telle idée. Et il y a des variantes, effectivement, de ce type de convergence. Certains participants peuvent présenter leurs idées. Ça peut induire un biais parce qu'il y a des gens qui sont très bons vendeurs, pas forcément des bonnes idées, mais ils les vendent bien. Donc certains peuvent présenter leurs idées, d'autres, une autre variante, c'est les idées sont anonymes, donc on ne sait pas à qui appartient l'idée, et donc on vote pour vraiment le contenu. Les votes sont silencieux, voilà, ça c'est l'inverse du premier propos. Et un autre exemple de idée shopping, donc effectivement vous avez un mur d'idées produites, par exemple celles qu'on a créées dans le chat, on les afficherait, on les aurait regroupées, et donc vous passez avec votre feuille que vous avez fournie aux participants, et les participants vont noter l'idée en question. Et ils vont la noter avec leurs mots, ce qui est intéressant, parce que du coup, ils vont reformuler, rephraser, et donc vous allez enrichir encore l'idée. Boum, question. J'étais lancé. Et, Ouais, alors peut-être ce que je propose peut-être c'est qu'on on récupère les questions à l'écrit et ouais, et puis quand on partagera le replay, on vous partagera aussi les réponses de Mathieu du coup. Donc vous inquiétez pas, vous aurez vos réponses et les recommandations qui seront partagées avec le replay. Ça marche. Du coup, j'ai plus en tête ce qu'on s'était dit. Donc après l'atelier, il n'y avait plus grand-chose. Donc je clôture assez rapidement. L'atelier, effectivement, ben, il faut pouvoir fournir quelque chose, un rendu, parce que sinon les gens ont l'impression d'être venus et puis je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Un bon atelier où les gens sont bien entendus, on produit plein d'idées, c'est un moment important dans votre projet, même dans l'histoire de votre équipe, si vous êtes dans une entreprise. C'est un moment où vous avez une forte visibilité. Et pour ça, il faut assurer la suite, c'est-à-dire fournir un livrable où vous avez organisé des informations, vous avez peut-être déjà synthétisé, parfois estimé pour voir si le coût comment dire, était abordable ou pas. Voilà. Donc, et donner de l'information aux gens sur ce qui vient après. Voilà. Et donc, en résumé, je vais conclure en 4 points. Le premier, c'est faites vos devoirs. J'aime bien cette expression, c'est effectivement avant de venir, il faut faire ses devoirs, il faut préparer son atelier, savoir de quoi on parle, il faut avoir préparé le matériel, organiser la salle, tout le reste. Tout ça doit être carré pour vraiment tirer le meilleur parti de l'atelier. Testez votre matériel et vos consignes avant, ouais, parce que sinon vous pouvez avoir des sacrés soucis pendant. Donc testez bien. En design et je pense de manière générale, toujours bon de tester une solution, en développement aussi d'ailleurs, avant de la mettre en prod. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Lancez-vous, il ne faut pas hésiter. Au début, c'est peut-être un peu inconfortable. Les premiers ateliers, vous ne serez pas dans votre zone de confort. On ne l'est jamais. D'ailleurs, dès qu'on est face à des gens dans des situations où il y a un peu d'ambiguïté, où il faut gérer un peu des individualités, ben, on doit un peu se dépasser. Mais c'est là où on devient meilleur. Donc, je vous encourage vraiment à le faire si c'est des méthodes qui vous intéressent. Et enfin, restez constructif et positif, parce qu'effectivement, des imprévus, vous en aurez. C'est normal, mais la valeur de ce que vous allez produire est supérieure aux petits tracas que vous allez avoir. Donc, gardez le sourire, il faut que l'ambiance reste bonne, et puis ça se passera bien. Et je vous remercie. Merci. Bon, du coup, on va conclure. Bah, merci beaucoup, Mathieu, pour ton intervention. C'était vraiment idéal de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et c'était super intéressant. Donc, merci beaucoup. Ben, Je vous merci à remercie vous. tous d'avoir posé vos questions, d'être venus en fait aujourd'hui. Il y a un sondage qui va vous être partagé à l'issue du live. Bah voilà, si on peut reprendre la petite conclusion de Mathieu, lancez-vous, soyez constructifs et n'hésitez pas à faire part de vos idées créatives parce que voilà, on continue à construire ces lives pour vous, hein, étudiants. Donc c'est vraiment important d'avoir vos retours et qu'on puisse s'améliorer au fur et à mesure. Super. Euh, Je lis vos commentaires et je vous remercie, hein, Alexis, Jean, Estelle, Virginie, Laurence. Franchement, super sympa. C'était un bel exercice pour moi aussi. Je vous souhaite une bonne après-midi.
Ouais, bon après-midi à tous et puis le replay vous sera partagé très prochainement et les réponses à vos questions. À bientôt! Bye!